Les feux de Guédelon. Bonjour à tous, bienvenue pour notre 4e rendez-vous des feux de Guédelon. Je suis actuellement dans la loge des tailleurs de pierre et je vais enfin pouvoir essayer mon kit de taille. Salut Johan. Salut Aline. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'essaye de tailler de la pierre. D'accord, ok. Tu veux pas des explications? Bah si, je m'y prends pas bien, c'est ça? Pas trop. Mais par contre, tu as les bons outils. Ah, déjà. Oui. Alors, admettons, donc j'ai mes outils, j'ai ma pierre, mais comment concrètement je commence? Eh bien d'abord, on va commencer par regarder Oui. notre pierre, hein, ce qu'on appelle une patate, parce qu'elle n'a pas de forme géométrique pour l'instant. Donc on va la regarder et ensuite on va tracer la pierre. Donc pour ça, on a une pointe à tracer, on a une équerre, bien sûr, un gabarit, et ensuite la massette, c'est ça. Ah oui. La massette, celle-là qui a été forgée ici à Guédelon. Celle-ci, elle a été forgée par Dimitri? Forgée par Dimitri ici à Guédelon, ouais. Ah oui, parce qu'il existe en plus différents types de massettes. Voilà, on a des massettes cintrées comme celle-là, on a des massettes rectangulaires et des massettes rondes aussi. Massette ronde. Et en plus, alors je crois que la massette, c'est vraiment personnel. Hein. Celle-là, c'est le seul outil qu'on se prête pas. C'est un peu notre doudou à chacun, où on fabrique aussi notre manche, suivant plus ou moins comme on l'aime, plus ou moins long, plus ou moins épais. C'est vraiment suivant notre frappe et notre manière de tailler, en fait. D'accord, Voilà. oui, chacun fabrique son manche. Chacun fabrique son manche. Donc j'ai ma massette. Alors, qu'est-ce que je prends après? Ensuite, tu vas prendre le premier outil, là, c'est la chasse. Et la chasse, elle va servir à chasser la pierre, à enlever les plus gros morceaux et qui va marquer aussi tes arêtes. Ensuite, cet outil va t'en enlever une bonne partie, mais par contre, il va quand même te laisser des bosses. C'est ce que tu faisais tout à l'heure. Là, tu utilises la broche ou une pointerole dans d'autres régions. Alors ça, Voilà. c'est l'outil que vous utilisez le plus, en fait. Ouais. Au rapportant, c'est celui qu'on a le plus dans les mains. Et ensuite, alors ça sert à quoi? Ça, c'est un ciseau. Et le ciseau, dans cette pierre, le grès, là, nous, on va l'utiliser pour signer notre pierre, faire la marque de tâcheron, et aussi pour mettre les indications de cette pierre. Si elle a un nom particulier, si elle a un endroit particulier, dès qu'on a quelque chose à marquer, on va faire une petite gravure, entre guillemets, avec le ciseau. Ah, mais ça, c'est des petites informations pour les maçons. C'est ça, tout à fait, le petit code. Et ça, on l'utilise aussi beaucoup pour le calcaire, non? Ah, ça, dans le calcaire, par contre, il va avoir une utilité un peu plus large dans le calcaire parce que on va l'utiliser pour toutes nos arêtes. Et comme le calcaire, il est un peu plus fin, il va à d'autres endroits un peu plus particuliers. Et bien, du coup, c'est un outil qui va nous servir beaucoup plus dans le calcaire. Alors, dis-moi, en parlant de calcaire, cette année, c'était une année un peu particulière, puisque ça a été une année de voûte à croisée d'ogives. Ce sera d'ailleurs un peu notre fil conducteur dans cette saison. Ouais. Hein. Et là, du calcaire, vous en avez taillé. Ah là, on en a taillé, puis on s'est vraiment régalé. Hein. C'est vrai qu'une voûte à croisée d'ogives, c'est incroyable d'en tailler et c'est très agréable. Donc, les voussoirs. Les voussoirs, les culots et l'oculus, une clé de voûte en 4 pierres avec un jour au milieu. C'est-à-dire que la clé, elle est faite comme un puits de lumière. C'est ça, tout à fait. Et 4 donc- pierres, 4 tailleurs de pierre pour une clé de voûte ouverte. Ah oui, donc là, c'est un travail d'équipe. C'est ça. Alors, dis-moi, Aline, il y a un outil qui m'intrigue un peu, c'est celui-ci. Alors celui-là, il s'appelle le marteau taillant ou le taillon grain d'orge. Mais je te propose de suivre ta progression Oui. dans la découverte de la taille de pierre et puis tu viens nous revoir la semaine prochaine puis on t'explique. Ah oui, ce sera la prochaine étape. C'est ça. D'accord, pas Chaque trop chose vite. en son temps. Ok. Bon, eh ben écoute, à la semaine prochaine, C'est Aline. ça. À bientôt. À bientôt. Salut Johan. Salut. Alors. That is the question. Ah, Florian, Bonjour Yoann. ça va? Oui. Alors, nous sommes devant le puits du Oui. chantier qui se trouve dans la cour. Alors, j'ai pas mal de questions à te poser aujourd'hui. Déjà, j'imagine que la gestion de l'eau dans un château est essentielle. Il faut parfois l'évacuer, on a des canalisations, on a des gargouilles, et puis il faut aussi la conserver. Donc, on a des citernes en dessous des tours, et puis la présence d'un puits est essentielle. Alors, l'eau, c'est stratégique dans un château. Des seigneurs sont prêts à faire des dépenses somptuaires pour pouvoir avoir une indépendance en eau pour une garnison, pour un village. Tiens, c'est le cas du duc de Bourgogne à Saumur-en-Auxois au XIIIe siècle. On a des comtes de chantier et ils dépensent des dizaines de livres pour creuser son puits, pour adapter des systèmes de cordes, puis il change la corde, il met une chaîne. Bref. Et pour couronner le tout, pour montrer la valeur symbolique de l'eau, eh bien, ils vont jusqu'à faire des margelles monolithes, qui sont des pierres uniques.
et qui sont des signes extérieurs clairs de richesse. Alors justement, en parlant de cette margelle monolithe, hein, je crois qu'elle a une histoire un peu particulière, c'est ça? Ben oui, en fait c'est un défi. C'est dans les années 2000, je revenais de Paris, j'avais visité le musée du Moyen-Âge à Cluny, l'hôtel de Cluny, dans la cour duquel il y a un puits avec une margelle monolithe, avec une chimère sculptée pour verser l'eau. Et il y a aussi une margelle monolithe à côté de la cathédrale de Sens. Là, c'est l'évêque. Et pareil, avec un bec verseur sculpté en chimère. Donc j'en parle à l'équipe. On était en train de construire le puits. Et là, on s'est tous un peu excités sur l'idée, mais ça serait sympa si le seigneur de Guédelon, il se payait aussi sa margelle monolithe. On n'y croyait pas trop, hein. C'était un petit peu dit comme ça en l'air, mais quelques jours après, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, les carriers, les tailleurs de pierre, viennent nous voir en disant on a trouvé une pierre qui pourrait correspondre. Une pierre de 30 cm d'épaisseur en grès ferrugineux, 2 mètres de long au carré, donc quasiment 4 mètres carrés, et une pierre saine, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de poils, on pouvait la sculpter et on pouvait surtout faire un gros trou dedans. Alors, justement, autre question que nous posent régulièrement nos chers visiteurs, comment on fait pour ramener une dalle qui doit faire au moins, j'imagine, 1,5 tonnes, 2 tonnes, hein, pour la ramener jusqu'ici dans la cour? Déjà, il fallait la faire maigrir, hein. Donc les tailleurs de pierre ont tracé l'arrondi extérieur, ils en ont enlevé beaucoup, mais elle était encore très lourde, près de 2 tonnes. Mais à cette époque, eh bien, il y avait des rampes de terre pour accéder à la cour, qui était d'ailleurs pas aussi haute, ce qui permettait aux tombereaux de faire des allées-venues. Eh bien, on a utilisé la bonne vieille technique des Égyptiens, à savoir, on a fait rouler la dalle sur des gros roules de bois avec des baramines. Donc, la pierre, pas encore creusée, est arrivée à côté du puits. Alors, une fois qu'elle est dans la cour, j'imagine que pour la tailler, il faut la manipuler, la mettre debout. Alors là aussi, ça a été un travail collectif. On ne pouvait pas tailler cette pierre avec un tailleur de pierre dessous, c'était trop dangereux. Les charpentiers, en fait, ont trouvé une idée. Ils ont construit en bois donc 4 chevalets permettant de placer la pierre verticale. Et ces chevalets, reliés au sol par des pieux profondément ancrés, ont évité qu'elle puisse retomber. Donc ça permettait à 2 tailleurs de pierre, alors à l'époque c'était Éric et Joël, eh bien, de commencer à creuser chacun de leur côté. Alors oui, c'est ça, ils ont travaillé d'une manière un peu particulière en vis-à-vis, en face à face. Il fallait absolument pas fragiliser la pierre, c'était la hantise qui est vraiment le coup malheureux qui casse la pierre. Et donc, ils ont commencé à creuser tranquillement et au bout d'un moment, eh bien, la pierre a été traversée, percée. On pouvait regarder à travers. Quelques jours après, le trou s'est élargi, on pouvait passer la tête et il a bien fallu 1 mois et demi pour obtenir cet anneau de pierre qui allait devenir donc la margelle du puits. La margelle du puits, hein, probablement la plus grosse pierre taillée de tout le château. Alors là, on lui a fait un peu plaisir à notre seigneur de Guédelon parce que là, on est quand même dans quelque chose d'un petit peu luxueux. Hein. C'est ostentatoire, c'est luxueux, mais quelque part, c'est un petit peu la réflexion de tout seigneur qui n'a pas les moyens, c'est de profiter des opportunités. Il avait la carrière, il y avait cette dalle de pierre, eh bien, je pense que le seigneur de Guédelon aurait fait ce choix à l'époque. En tout cas, ça dote la cour d'une très très belle pierre. Ça, c'est un peu l'histoire du chantier de Guédelon. Finalement, on a tout, les matériaux à proximité. Alors, Florian, tu sais qu'on aime bien, dans les feux de Guédelon, révéler des petits secrets un peu du chantier. Et je crois que justement, il y a un petit secret caché dans le puits, c'est ça? Un beau matin, surprise, en regardant dans le puits, on voit apparaître un petit escargot qui se balade, pas très loin de l'eau d'ailleurs. Les tailleurs de pierre, toujours un petit peu facétieux, nous avaient fait apparaître cet escargot. Donc, comme quoi, hein, le puits est habité, hein, comme le château. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, je te dis à très bientôt sur le chantier. À bientôt, Yoann. Eh bien, nous voici arrivés au terme d'un nouvel épisode des Feux de Guédelon sur le travail de la pierre. Nous sommes avec Aubin. Bonjour Yoann. Salut Aubin. Alors, rappelle-nous, qu'est-ce que tu fais, toi, à Guédelon? La taille de pierre. Tailleur de pierre. Donc, cette année, ça a été une année particulière pour vous? Oui, une très bonne année pour la taille de pierre.
On a croisé Florian qui nous a dit que parfois les tailleurs de pierre ou même les charpentiers pouvaient laisser des petits détails cachés dans le château. On a vu l'escargot. Celui qui se trouve dans le puits? Exactement. T'en connais d'autres, toi, de détails cachés? Oui, j'en connais d'autres. Juste au-dessus de toi, une petite salamandre. Une petite salamandre sculptée et cachée dans une des archères du château. Mais où ça? C'est aux visiteurs de le découvrir. Ah, ce sera à vous, chers visiteurs, de le découvrir en venant visiter le chantier. Je te remercie, Aubin. Merci, Johan. À bientôt. À bientôt.